Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence qui fait partie du Horizon Learning Immersif. Donc, il s'agit de la 7e conférence, il en restera une demain. Pour cette conférence, déjà, je suis très heureux d'accueillir avec moi Pascal Perrin, qui est donc de l'École des métiers, il va présenter d'Orange, il va se présenter dans un instant. Et donc, on va traiter un certain thème qui va toucher au métier et donc particulièrement le vol de drone avec des logiques de diagnostic. Et là aussi, il va pouvoir vous présenter tout ça. On va parcourir tout ceci en 45 minutes avec une 5 minutes pour questions-réponses. Mais vous savez que dans Conversation, vous allez pouvoir aussi intégrer vos questions tout au fil de notre présentation. De la même manière, lors de cette présentation, on vous montrera des extraits et vous pourrez bien évidemment noter des questions sur lesquelles on interviendra au fil du sujet. Je remonterai ces questions à Pascal, il les verra d'ailleurs lui-même et puis on va pouvoir les traiter au fil de l'eau. Pascal, je te passe la main pour une présentation, pour que tu puisses te présenter ainsi que l'École des métiers d'Orange. Bonjour à toutes et à tous. Merci Patrick de l'invitation. Je me nomme Pascal Perrin. Je travaille au sein d'une école qui s'appelle l'École des métiers techniques. Mon directeur que je salue est Ahmed Kabesh. Et au sein de cette école, je suis dans une équipe d'innovation et de professionnalisation pour amener tout ce qui est innovation en formation, les nouvelles modalités, et l'immersif en fait partie. Notre école travaille pour l'ensemble justement du groupe Orange. On est spécialisé sur la formation des collègues qui sont dans le domaine technique, ingénieurs, techniciens d'intervention, par exemple. Alors Pascal, je crois que cette fois-ci, on va surtout traiter d'un programme et d'un parcours qui est destiné aux dronistes, hein, côté Orange, École des métiers. Et donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les enjeux pour Orange et l'EMT autour de ce projet-là? Est-ce que tu peux un peu nous donner quelques indications de celui-ci, Oui, tout à de fait, sa Patrick. genèse? La genèse, du coup, nous mettons en place au sein d'Orange une formation autour des drones. Pourquoi? Parce que nos techniciens d'intervention peuvent désormais s'appuyer sur cet objet incroyable qui s'appelle le drone. Donc, nous fabriquons des dronistes sur la base justement d'un socle de compétences obtenu par les techniciens. On leur apporte en fait une formation initiale au départ pour être droniste, sur lequel ils ont pour objectif de maîtriser le pilote d'un drone pour les techniciens, pour nos techniciens. Ça dure grosso modo une vingtaine d'heures pour obtenir ensuite ce qu'on appelle un examen du brevet d'aptitude de pilote à distance, hein, BAPD pour ceux qui sont connaisseurs du sujet, Open A2. Donc ça, c'est vraiment justement le but du jeu. Donc du coup, nous avions déjà un dispositif initial pour former nos collègues sur le sujet des drones. Alors donc les drones et bien évidemment des usages avec les drones, hein, on en reparlera. Ce projet, il est constitué de 2 contenus, hein, Pascal, dissociés et complètement différents. Il y en a un premier qui est plutôt orienté 360°, avec, des logiques de formation sur une durée, de modules, de 15-20 minutes, hein, de mémoire. Est-ce que sur celui-ci, tu sais où il va intervenir ou quelle place il va prendre dans le parcours de formation global des dronistes? Alors, tout à fait dans le parcours de formation, du coup, il vient compléter le dispositif que j'ai évoqué, ce qui permet, grâce au casque virtuel, de vivre les choses, acte métier par acte métier, geste métier par geste métier. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle, nous, dans notre positionnement, le module de professionnalisation, le module 1, pour justement compléter et l'expérience d'une formation traditionnelle. Donc, il intègre un parcours global, à un endroit très précis de ce parcours-là pour les dronistes ou pour les gens qui vont devenir dronistes. Et puis, il y en a un deuxième, hein, Pascal, qui est arrivé, qui s'est greffé un peu dessus, et qui était destiné à l'OpenTech Orange Innovation, hein, qui a eu lieu, il y a maintenant, presque 2 mois, hein, de mémoire, Oui, on si l'a je dis bien pas de compris, hein, bêtises. nos télépilotes, hein, ils sont qualifiés, ils réalisent des inspections techniques, hein, sur des antennes mobiles au service du réseau d'Orange. On a des drones donc très performants qui permettent justement de gérer l'ensemble des données que j'expliquerai tout à l'heure, qui sont intégrés désormais pour les équipes terrain. Et nous avons, dans le cadre d'un salon prestigieux au sein d'Orange, qui s'appelle Orange Open Tech Day, nous avons mis en place en fait une version
très gamifiée, une version qui donne tout de suite les contours de l'application sur lequel on va évoquer ce qu'on a fait. Alors peut-être pour revenir, donc sur sa genèse, il y avait un certain nombre d'éléments constitutifs de cette ressource, puisque ça a été de la co-construction entre, les équipes de SpeederNet et même les décisions entre SpeederNet et puis Orange et l'école des métiers pour trouver quelque chose qui était faisable dans des contraintes de durée, d'axes d'innovation qui devaient être profonds. Et puis, je crois, Pascal, qu'il fallait quand même garder une dimension métier quand même forte là-dedans pour pas que ce soit juste un objet technologique en fait, hein. L'effet technologique n'aurait pas suffi. Là, il fallait vraiment rentrer dans le cœur du réacteur, c'est-à-dire avec nos collègues du métier qui nous pilotent, trouver un site réel, savoir le filmer, etc. On avait également des contraintes pour ce salon Open Tech Orange avec des délais très très courts, hein. Je crois qu'on l'a développé en 1 mois et demi, 2 mois. Et il nous fallait effectivement un effet waouh technologique, mais également un effet très réaliste avec des actes métiers, des gestes métiers au plus proche de ce que nous allions demander. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que la formation initiale permet d'apprendre à voler avec un drone, hein. Donc on se prépare, ensuite on vole avec un drone, tandis que le deuxième dispositif est plutôt un dispositif qui permet de découvrir, on va le voir, un pylône, de découvrir quel type de geste métier on peut faire, typiquement la capture d'éléments qui nous paraissent sensibles, donc typiquement une photo. Oui. Alors donc délai très court pour pouvoir mener cette expérience-là. On peut dire aussi, expérience vraiment, maîtrisée dans le temps puisque les visiteurs d'un salon ou d'un événement de ce type-là, ils vont passer 3, 4, 5 minutes maximum avec un casque. Au-delà, il n'y aura pas assez de rotation, donc durée d'expérience. On a évoqué également, Pascal, le fait que, donc il fallait que ça soit aussi, une vitrine technologique qui donne envie et puis on avait envie et on en a parlé ensemble de trouver un moyen de créer un petit challenge interne, hein. Ça paraissait intéressant de pouvoir gamifier ça sous une forme de challenge. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tous ces aspects-là aussi dans la ressource? Et puis on les verra derrière, hein, bien sûr. Oui, tout à fait. Alors du coup, on a voulu pour le salon le rendre gamifié. Alors on connaît des jeux assez célèbres où on peut conduire des kartings, c'est exactement la même chose. Là, on propose de piloter sur un temps qui est chronométré, de piloter justement un drone pour faire un exercice que vous allez voir tout à l'heure en extrait, hein. Patrick va le simuler. Et donc, on est vraiment sur une logique de gamification avec un score. Donc, le scoring permet tout à chacun de venir se tester. Et ensuite, nous, on a communiqué quel est, du moins, le top 3 justement, des collègues qui ont fait les meilleurs scores. Alors ça marche tout de suite, hein. C'est une expérience qui est courte, hein, de 3 à 5 minutes. C'est une expérience qui est gamifiée, qui est accompagnée, qui est multiple, hein. Donc, on avait plusieurs collègues justement qui le faisaient. On avait jusqu'à 3 casques et permettre justement de découvrir en mode extrêmement gamifié l'expérience. Alors, tu parlais d'animation et de collègues qui faisaient vivre la ressource. C'est intéressant aussi qu'on fasse un petit tour d'horizon sur cette logique d'accompagnement qui a été mise en place sur l'événement. Il y avait donc la présence de quelqu'un qui était là pour guider un peu, expliquer certains axes pour que ce soit plus fluide. Mais il y avait aussi une dimension très technique parce que, comme on le sait, sur un salon, sur un événement de ce type qui est quand même, qui était assez prestigieux avec beaucoup, beaucoup de monde et beaucoup de stands très technologiques, se pose la question des déploiements, des risques de déploiement, et cetera. Des risques de type, connexion internet et autres, ou conflit entre des appareillages X ou Y. On vit ça, nous, régulièrement sur des salons, particulièrement où il faut vraiment être, prêt là-dessus. Donc le déploiement était aussi un contexte très particulier, hein, je crois, sur cet événement, Pascal, hein. C'était un point clé aussi. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que nous, il fallait qu'on puisse réussir en temps réel la démonstration. Donc à partir de là, vous nous avez prêté un matériel qui permet de diffuser sans passer par la diffusion du réseau. Donc ça, c'était extrêmement important. Ça a permis de ne pas être perturbé par d'autres expériences qui étaient menées autour de nous, puisque nous étions très, très, très nombreux avec énormément de stands.
Pour organiser le flux tel que tu l'expliquais, on avait une collègue qui gérait plutôt la phase accueil et ensuite qui orientait sur les trois positions définies. On avait également d'autres casques en secours si nécessaire, hein, qui étaient toujours chargés et qui pouvaient justement prendre le relais si nécessaire en termes justement de batterie, qui étaient extrêmement bien configurés et qui permettaient de relier et d'échanger si nécessaire. Voilà, donc c'était une préparation en fait entre les équipes, aussi bien d'Orange que vos équipes, hein, la possibilité de créer hein, cette expérience utilisateur. Alors pour ceux qui ont suivi d'autres conférences de cette semaine immersion, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y avait, je crois, c'était mercredi ou mardi matin, il y avait une conférence dédiée au S-Box, c'est-à-dire celle qui a été utilisée, hein, Pascal, lors de cette expérience. Et cette S-Box, elle a créé un réseau local directement sur le lieu où on se retrouvait. Et elle a permis de diffuser les différents contenus directement dans le casque avec un retour écran parce qu'il y avait un sujet aussi qui était très important, c'est qu'il y a quelqu'un qui vit l'expérience, mais cette expérience, elle est bien sûr avec un retour écran et la délégation qui venait, généralement, ils ne passaient pas tous au casque, donc ils pouvaient voir ce que faisait la personne qui vivait l'expérience directement sur un très grand retour écran un grand écran qui était positionné au milieu du stand. Donc voilà un petit peu pour les aspects déploiement. Pascal, je t'en prie. Oui, alors ça c'est extrêmement important, hein, c'est lorsqu'on organise comme ça des événements. Toute personne ne veut pas forcément vivre dans le casque. Donc du coup, on avait résumé à trois positions. Par contre, les vingtaines de personnes qui sont autour, grâce justement à un écran de retour, hein, ont pu vivre également l'expérience. Donc ça a permis comme ça de rayonner sur des milliers de personnes et ça a bien fonctionné. Et puis, il y a toujours l'effet désinhibant, hein, je pense, de voir quelqu'un qui fait l'expérience, parce qu'au début, on se dit, ah, qui c'est qui va prendre le casque, etc. Et puis après, ben, globalement, quand quelqu'un l'a pris dans un groupe, quand il le laisse, on a vu ce que c'était, on a compris, on a moins d'appréhension, puis on met plus facilement le casque pour aller vivre l'expérience et la mener aussi soi-même, hein. C'est un effet assez régulier qu'on retrouve logiquement partout. Voilà pour la partie vraiment technique. Ce que je te propose, Pascal, pour que tout le monde puisse, au-delà de ce qu'on vient de dire un petit peu en théorie, c'est qu'on puisse voir l'expérience. On va demander à Yves en régie avec Paul de nous lancer l'expérience, s'ils le veulent bien. Alors, donc il s'agit d'une expérience. Alors, je te passerai la main pour la commenter, mais je vais juste peut-être expliciter ce qu'on voit là. Vous avez, ce qu'on voit, c'est bien sûr la manette du drone, hein, qui est face à nous, hein, dans cette expérience. Donc c'est avec ça qu'on va piloter le drone. Physiquement parlant, alors je ne sais pas si j'arrive à bien la présenter ici, mais globalement, pour simuler ça, on a des mallettes cette fois-ci qui sont les mallettes du casque qui ont été intégrées dans une pièce qui reproduit la taille du drone, enfin de la manette du drone, pour que la personne qui va le vivre et qui est dans un casque immersif, qui ne voit pas forcément les manettes dans son détail, ont les mêmes distances. Donc pour les dronistes, c'était très 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 réaliste. Et pour les gens qui ne sont pas dronistes, forcément le réalisme n'avait pas tellement d'importance, mais globalement, ça permettait de retrouver ces distances et les différents boutons pour pouvoir déplacer ce drone comme si on y était vraiment, donc tout à fait réaliste en tout cas pour notre cerveau. Voilà donc pour cet objet qui avait été fait avec une imprimante 3D pour l'occasion, pour vraiment coller à ce besoin et cette structure. Alors, ce qui est intéressant dans l'expérience, là nous la voyons en direct. Je joue avec les manettes que Patrick a entre les mains. Je vois véritablement ce qui se passe au centre de l'image, hein, nous le voyons parfaitement. Et là, paradoxalement, on n'est pas sur le sol, on est, vous l'avez bien compris, avec le drone qui se trouve en haut, vous voyez, là on le voit bien, qui se trouve en haut du pylône. Donc on voit effectivement les éléments que l'on puisse photographier. Il faut faire très attention parce que pour monter le long du pylône, il y a une trajectoire à suivre et à ne pas rater. Voilà, donc du coup, on prend une première photo, on prend une deuxième photo là, qui vient d'être faite, hein, pour aller justement photographier un troisième point. Et toujours là d'où on parle, hein, on arrive à photographier ce troisième point. Voilà, ça fait déjà 1 minute que nous sommes avec l'objet. Il nous reste encore 1 minute et 4 secondes. Vous voyez ce chronomètre justement qui baisse. On en profite pour faire un tour d'horizon
Voilà, et nous allons justement atterrir. Voilà. Le but du jeu, bravo, on l'a vécu en 56 secondes, et je pense qu'on sera, Patrick, dans les tops 1, 2 ou 3. En termes de Oui. traçabilité, nous voyons ici fil d'Ariane ou une trace d'exécution. Et ce qui est très intéressant, c'est que nous voyons que sur les 47 secondes pardon, que nous avons utilisées pour prendre nos 3 photos, on a utilisé un décollage à la verticale. Voilà. Donc Yves nous pointe avec la souris. Et ensuite, on voit le retour du fil de fer hein, qui permet de matérialiser en fait le plan de navigation emprunté par le droniste, par le Alors, télépilote. peut-être pour compléter aussi, Pascal, ce qu'on voit là sur ce fil de fer qui permet de voir le parcours qui a été établi, c'est des choses qui peuvent être des données traquées dans des exercices réels où on peut voir vraiment les fondamentaux de comment on a utilisé le drone. Et ça, c'est assez intéressant pour des usages plutôt pédagogiques par la suite sur certains types d'expériences parce qu'elles vont permettre de voir le parcours, sa logique, la logique du droniste et peut-être des éléments très factuels sur où il faut se positionner, comment on peut se positionner, ce qui peut être le plus efficace, parce que bien évidemment, il peut y avoir certaines contraintes de terrain qui peuvent être liées à des axes de difficulté liés à du vent. Alors bien sûr, à un certain niveau de vent, on ne peut plus voler hein, bien en drone, mais voilà, on peut avoir des différences quand même qui amènent des petites applications différentes et des adaptations au niveau du drone. On est sur Point. Ah pardon, vas-y, je ouais, t'en nous prie sommes, Pascal. Patrick, effectivement sur des données exploitables du résultat en fait de ce qu'on appelle des opérations sécurisées. Donc nous décollons suivant justement une opération sécurisée et on vérifie grâce justement à la puissance du logiciel et du traçage du logiciel si on passe bien dans les couloirs justement prévus à cet effet. Et le fil d'Ariane permet de matérialiser réellement par là où nous sommes passés. C'est ça, le fil d'Ariane va permettre d'avoir vraiment une idée très précise du parcours. Hem, au niveau de la gamification, donc on l'a évoqué, un palmarès, donc un jeu, il y a des points qu'on va certainement transformer. Comment toi tu as ressenti sur l'événement, le vécu des gens qui sont passés, régulièrement avec les casques, Pascal? Ouais. Oui, oui, alors il y a eu un attrait sur l'expérience, hein, ça se faisait en 2 temps. Nous avions nos collègues qui étaient drones qui montraient l'expérience en réel hein, avec un vrai pylône. Ensuite, l'équipe, hein, vous l'avez bien compris, se dirigeait vers nous avec les 3 personnes qui pouvaient tester grâce au casque l'expérience. Tous nous disent qu'il y a un effet waouh, c'est évident, voilà, avec, on le verra tout à l'heure, en termes de technologie, un exercice extrêmement réaliste, voilà, qui a été mis sur le sujet, puis avec un vrai plaisir que de jouer, mine de rien, à ce jeu, hein, puisque c'est gamifié. Donc, gamifié, avec beaucoup de plaisir, c'était très réaliste, donc je pense que la technologie qui a été empruntée y joue beaucoup, et en final, c'était très très impactant parce que les messages que l'on voulait faire passer sont bien passés. Hem, Peut-être au-delà de l'événement, OpenTech, Innovation, quels sont finalement, qu'est-ce que ça a donné? Quelle a été la suite? Parce que je crois Alors, il y a eu un très bon retour et donc quelque chose d'assez important pour vous aussi dans la foulée? oui, tout à fait. L'ingénieur formation qui s'occupe paix de ce projet a vraiment, vraiment bien, bien réussi justement le scénario pédagogique, hein, aidé par vos équipes. Et du coup, le bilan de tout cela fait que cette expérience sera proposée au Mobile World Capital de Barcelone. Voilà, et donc c'est au mois prochain. Donc c'est une vraie réussite et les équipes vont pouvoir partir comme ça sur Barcelone pour montrer justement l'expérience. Donc pour nous, ça a été vraiment le Graal. Et c'était une façon de valoriser également les équipes qui se sont lancées sur le sujet. Alors peut-être le Mobile Congress Barcelona, le MWC, c'est le plus grand salon mobile mondial en fait, hein, donc c'est vraiment un événement vitrine majeur et je crois que, Orange le fait régulièrement, le groupe Orange et donc c'est je pense effectivement un super résultat d'accéder à cette vitrine et de pouvoir présenter le projet dans son ensemble parce que je crois qu'il y a des éléments live, enfin il y a plein de choses qui vont se passer, enfin à voir pour la suite.
Pascal, tout à l'heure, on évoquait la co-construction de l'expérience parce qu'on s'est dit qu'il fallait déjà trouver la bonne expérience et qui puisse répondre dans les délais et avec les ensembles de contraintes ou d'attentes et de besoins qui étaient suggérés. Comment s'est passée cette collaboration puisque on parlait justement des équipes Orange et des équipes Spidernet. Comment vous l'avez ressenti, vous, sur le terrain? Comment ça s'est passé? Oui, alors nous, en termes de bilan, lorsqu'on a commencé à retraiter tout ce sujet, la notion de partenariat que nous entretenons depuis quelques années, on a beaucoup travaillé sur la partie Jeux Olympiques au préalable, on avait déjà réalisé conjointement des expériences. Sur ce coup-là, on a voulu faire exactement la même chose, c'est-à-dire travailler en symbiose. Donc travailler en symbiose, c'est-à-dire nous nous connaissons, il y a un partenariat qui est déjà existant. Et c'était vraiment de travailler sur, d'un côté, nos usages, voilà, donc, et vous y répondiez véritablement avec une réponse pédagogique et technologique. Et c'est ça qui permet justement de dire que c'est en symbiose. D'un cahier des charges très fonctionnel à une réponse de l'appel d'offres, justement, de ce cahier des charges qui correspondait à nos envies pédagogiques, à nos envies technologiques, c'est-à-dire de réalité, en déplaçant l'effet waouh. Donc pour nous, cette symbiose pose souvent cette question lorsqu'on travaille avec un éditeur, est-ce qu'on achète uniquement une licence et il faut se débrouiller tout seul? Ou est-ce que justement, au contraire, on achète sur étagère et on ne peut plus rien modifier? Et ce modèle, mine de rien, qu'on peut qualifier de module mixte, permet d'avoir une production qui est faite grâce à vos services par rapport justement à une demande de nous en interne, tout en sachant qu'on peut modifier l'expérience. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important parce qu'on a des dimensions stratégiques sur certains projets, sans faire partie, d'innovation également, puisqu'on représente beaucoup l'innovation, et bien évidemment de bande passante. Lorsqu'on est chef de projet, des fois on l'a pas entièrement, donc on s'appuie sur des équipes externes. Alors, j'en profite, Pascal, pour te faire une petite promotion interne. C'est que demain, je crois que tu conclus aussi cette semaine d'Horizon Learning Immersif avec une logique autour des communautés de pratique immersives. Donc ça, je pense que ça s'inscrit aussi dans cette logique de mixité que tu évoquais entre des contenus qui sont faits et internalisés, puis d'autres contenus qui sont externalisés. Et là, bien évidemment, on verra plutôt l'animation pour l'internalisation et tous les tips que tu as pu mettre en œuvre et comment tout ça, c'est la genèse de finalement cette communauté qui s'est instauré, mis en place chez Orange. Oui, une communauté de pratique, une communauté d'expérience qui permet de monter à bord justement d'expériences nouvelles, comme par exemple ici avec la partie VR immersive. Avoir la possibilité de donner la parole à des éditeurs logiciels, la possibilité à des collègues en interne de remonter leur propre expérience, de capitaliser, etc., etc. Donc on travaille vraiment une communauté qui est mine de rien une communauté d'apprentissage, car les sujets de la technologie évoluent au quotidien. Donc il faut toujours être au plus proche de ces changements, de ces modifications. Donc on développe la compétence. Très bien, donc si vous voulez bien sûr y assister, c'est demain, je crois, à 14 heures, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, avec plaisir. On va peut-être revenir sur un point parce qu'on a parlé de pas mal de dimensions, qu'elles soient au niveau du déploiement, au niveau des délais, de la simulation, de la gamification, de l'accueil du public, l'effet waouh, etc. Il y a un sujet qui est aussi assez fondamental et là, il est assez technologique. C'était la manière d'arriver à avoir un décor 3D très conséquent en termes de taille parce qu'on est sur des espaces extérieurs et arriver à les modéliser ou en tout cas les travailler pour qu'ils soient réalistes dans le cadre d'une expérience qui doit jouer à peu près sur tout type de support, parce que c'est des expériences qui peuvent passer à peu près sur casque bien sûr, mais sur d'autres dispositifs techniques aussi. Et pour ce faire, alors on va peut-être, je ne sais pas si Yves, on peut remontrer un petit peu le décor, parce que ça permettra de voir un peu ce qu'on retrouve là. Donc vous voyez, on voit très très loin, alors je crois qu'on est dans les Alpes de Haute-Provence, hein, sur cet Enregistré, oui, tout à événement-là. fait. Voilà, Mm. c'est ça. Et donc, Pascal, je crois que. Alors, on se posait des questions parce qu'on ne savait pas trop si on allait pouvoir récupérer des modélisations de pylônes, etc. Parce que tout ça, c'est fait en laps de temps très court. Et bien évidemment, il a fallu prendre des décisions pour essayer de respecter les délais et d'être dans les temps. Donc, en fait, ce qui a été choisi, c'est un mix de technologies. Et je trouve cette logique-là assez intéressante parce qu'elle a été pour nous très expérimentale aussi. On est parti sur les décors globaux avec du Gaussian splatting qui
est une technologie qui est maintenant en place, mais qui est en construction avec des points de contrainte qui sont encore existants. Cette technologie-là, ce qu'elle permet de faire, c'est arriver à modéliser un ensemble, capter en fait un ensemble très vaste avec des logiques de vidéo qui vont permettre de pouvoir reconstituer tout l'environnement. Alors, il y a bien sûr un certain nombre de limites, hein. Il peut se passer des choses sur lesquelles on a eu des surprises sur les sols, sur le pylône qui n'était pas adapté parce qu'une prise de vue très proche du pylône en Gaussian splatting posait des problèmes. Donc, il fallait trouver d'autres méthodes. Donc, on a allié en fait le Gaussian splatting, qui est une logique de brin de lumière en fait, hein. Ça fonctionne comme ça. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail du Gaussian splatting parce que c'est une technologie qui arrive très fortement et peut-être qu'on fera des focus lors de prochains webinaires plus techniques sur ces sujets-là parce qu'ils sont mouvants. Il y a des labos derrière ça. On travaille beaucoup avec le LIRI sur ces questions-là. Donc, on pourra y revenir. Mais globalement, le pylône, par exemple, lui, n'a pas été fait en Gaussian splatting. Il a été modélisé parce qu'en fait, il fallait avoir une précision plus importante par rapport à ces grands environnements-là. Et quand on amène le drone très très proche, ben, on voit beaucoup plus de défauts. Et donc, bien évidemment, c'est pour ça qu'il a fallu allier ces technologies-là pour donner cette sensation de fluidité pour la 3D, mais également que chaque détail, en fonction de ce qu'on va faire en termes de fonctionnalité, soit opérationnel. Donc, c'était un des gros défis de ce projet-là aussi, soyons clairs. Et bien évidemment, c'est quelque chose qui demandait expérimentation, puisque à chaque projet, on se heurte à des sujets qui sont à chaque fois un peu différents et qui nous amènent nous-mêmes à faire évoluer ces technos. Et pour nous, c'était un bonheur de pouvoir travailler sur un projet comme ça, où justement, on pouvait avancer en confiance, parce que justement, vous nous faisiez confiance sur l'issue, même si, bien évidemment, il fallait qu'on trouve des alternatives parfois, des solutions qui n'étaient pas parfaites quand fonctionnellement, on avait déterminé ce qu'il fallait faire. De temps en temps, il fallait trouver des alternatives. Et globalement, il est très riche de plein de sujets 3D. Et pour nous, il nous a mis en place aussi des idées de process, etc., et des logiques d'expérimentation qui vont servir aussi à tout ce qui touche à l'exploitation ensuite de ces technos-là. Donc voilà, donc n'hésitez pas aussi sur ces questions-là si vous avez des questions, si vous êtes un petit peu sur la 3D ou s'il y a des sujets, mais en tout cas, voilà un petit peu ce qui concerne vraiment la partie vraiment modélisation, captation, et je crois que le rendu est très proche d'une réalité terrain aujourd'hui, hein, alors je suis pas allé sur le site, moi, mais je sais que le tournage s'est très bien passé. Pascal, donc là, c'était vraiment l'heure Gaussian splatting. On va en sortir parce que c'est aussi, à chaque fois, on rentre dans des trucs qui sont des choses d'experts. Donc, je ne suis pas sûr que ça intéresse nécessairement tout le monde. Mais en tout cas, voilà, on a fait ce tour-là. Ce que je propose peut-être, c'est est-ce que vous avez quelques questions les uns ou les autres? Alors, je sais que la première est la plus difficile. Est-ce que par rapport à ce que vous avez vu sur ce projet, déjà parmi l'audience, vous pouvez répondre bien sûr dans conversation, vous avez un onglet en haut. Est-ce que vous avez déjà travaillé sur des projets de type immersif dans des logiques 3D par exemple? Est-ce que c'est des choses que vous avez connues pour les uns ou les autres? Alors, il vous suffit de dire un oui, non, hein, c'est juste pour voir la proportion de gens qui ont déjà été dans ces logiques-là. Je vois un oui, mais pas immersif, d'accord. Ah, il y a Johan aussi que je salue qui dit oui. D'accord, Donc, ça, Johan Flamand fait partie et je le cite, hein, des collègues qui sont dans nos communautés de pratique et effectivement d'accord, qui ont pris avec force ce type d'outillage. très bien. Alors, donc, ces aspects 3D, donc, bien évidemment, ils amènent une dimension de complexité un peu plus importante dans un projet, donc c'est pour ça qu'ils sont souvent externalisés, mais néanmoins, Pascal, et c'est des sujets d'échange qu'on a régulièrement, l'idée c'est de pouvoir amener de la 3D autour de l'outil pour que derrière, vous puissiez commencer à faire des possibilités qui vous donnent des capacités soit à maintenir, soit vous-même à produire demain de la 3D sur ces sujets-là. Et le Gaussian splatting est un des axes particulièrement intéressants qui peut ouvrir des champs parce qu'il facilite les éléments, parce que modéliser, ça demande quelqu'un qui est 3D, qui connaît les technos 3D, etc. Alors que le Gaussian Splat, c'est ni moins qu'un algo de type IA qui va permettre, à partir d'une captation classique, de générer ces environnements-là. Tout n'est pas encore parfait, mais ça évolue très très vite. Donc voilà, je voulais faire un petit focus là-dessus, parce qu'il donne aussi des moyens de production sur la partie mixité que tu évoquais, Pascal, et qui Oui. permettent de faire et aussi de ne pas faire lorsqu'on dépasse un certain niveau de complexité actuellement.
Ce projet dans sa vie, Pascal, donc il va continuer, hein, avec le MWC. Je crois qu'aussi il rentrera peut-être en continu dans un environnement de showroom, innovant, hein, je crois, au sein d'Orange? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'expérience a été montée pour les Orange Open Tech. Ensuite, nous retravaillons justement ce contenu pour être un peu plus global en version anglaise qui sera au Mobile World Congress, hein, donc à Barcelone au mois de mars. On en profite donc du coup pour faire évoluer en retour justement de nos utilisateurs l'expérience. C'est toujours extrêmement important. Et une fois que nous aurons fini ce beau tour, on nous le laisserons dans un showroom au sein d'Orange, donc à Gardens, pour justement avoir la possibilité de le tester au sein de nos équipes et pour les personnes qui sont en extérieur et qui visitent ce showroom. On le voudra effectivement le logiciel, l'expérience la plus autonome possible, la plus simple possible, tout en conservant son côté extrêmement waouh et extrêmement réaliste. Et le timing, justement, peut-être même voire de 2 minutes pour le vivre au mieux. Donc ça, c'est la suite et c'est la construction finalement de l'amélioration continue de la ressource par rapport à un objectif qui sera légèrement différent. Je vois que je crois que c'est Luc qui nous disait qu'effectivement, il avait vécu aussi des projets immersifs. Donc, bonjour Luc aussi, hein, parce que j'ai pas eu l'occasion de te saluer. Sébastien nous évoquait le fait que l'appellation chez eux, c'est le clone numérique. Donc, je pense que, enfin, entre clone numérique et jumeau numérique, on va retrouver un peu ces éléments-là. Mais en tout cas, on a un élément réaliste qui permet de simuler en son sein pour détecter un certain nombre de choses. Donc là, bien évidemment, on ne se situe pas tout à fait sur des logiques de prévenir un certain nombre d'éléments, etc. Mais on est vraiment dans de la simulation. Mais bien évidemment, ces jumeaux numériques et ces clones numériques peuvent amener, avec des capteurs, à plein de solutions pour essayer d'être prédictifs, par exemple, hein, sur certains cas. Et peut-être que c'est des orientations qui, par rapport à certains axes de diagnostic ou autres, peuvent être intéressants chez les gens qui travaillent sur le terrain, parce qu'en fait, c'est des expériences terrain qui sont toujours complexes. Plus on les prépare à l'avance, et plus on est efficace, j'imagine, en logique sur les pylônes, hein, Pascal. C'est le métier, il essaye d'être le plus performant possible et d'arriver à voir au mieux ce qu'il faut faire, quoi, hein. Tout à fait, hein. Le métier est au cœur justement de la vérité, hein. Donc il nous remonte véritablement toutes les informations nécessaires et la pédagogie qui enveloppe du point de vue sécuritaire, je vois le terme ici, hein, c'est Sébastien qui l'évoque, permet d'embarquer une expérience pour justement le grand public, donc quelque part l'ensemble de nos salariés. Donc c'est extrêmement important d'être à l'écoute de nos experts, de nos métiers, de ensuite retraduire cela en expérience, ici typiquement sur la partie VR, auprès du plus grand nombre. Oui, donc c'est vrai que pour la partie sécurité aussi, ça a un grand sens. Euh, Au niveau alors je ne sais pas si vous avez d'autres questions les uns aux autres. Donc, globalement, est-ce que, Pascal, toi, est-ce qu'il y a un point particulier que vous voudriez mettre en évidence pour des gens qui se positionneraient ce type de projet? Ce matin, on discutait lors d'une conférence en internalisation avec Campus Faire, Colas Rail, avec Michel Cardinal, qui nous disait que son point, lui, qui était assez fondamental, en tout cas ce qu'il précisait, c'est que toute la partie ingénierie, conception du scénario devait être vraiment très très bien pensée dès le départ pour éviter tout problème et mesurer, maîtriser vraiment tout ce qui va être fait. Est-ce que de ton côté, cette partie-là était fondamentale finalement dans les échanges entre toutes les personnes qui étaient concernées par ce projet, qui étaient finalement assez nombreuses, hein, je crois. Oui, tout à fait. Nous, ce qui était extrêmement important, c'est d'avoir la même vision. Donc, pour partager la même vision, a été élaboré par notre chef de projet, en fait, un cahier des charges qui résumait justement cette bonne vision. Et ce cahier des charges permet ensuite qu'on le confie auprès des équipes Spidernet de réaliser le produit. Alors, c'est extrêmement important ce que je vous dis parce que nous, désormais, voilà, comme nous tous, hein, on est sur des réalisations très courtes. Là où nous avions autrefois plusieurs mois, là, on a plusieurs jours, hein, 45 jours, 46, 47 jours dans le meilleur des délais. Donc, du coup, au lieu de se perdre en une documentation très, 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 très exhaustive, on fait un cahier des charges justement qui montre la vision, qui montre très concrètement ce qu'on veut faire en termes d'actes métiers, en termes de gestes métiers.
mais pas plus. On rentre pas plus dans le détail. Voilà. Après, peut-être que travailler en prenant une vidéo in situ permet de mieux concrétiser et tout le monde vient à partir de là apporter sa pierre angulaire. Et ce qui est intéressant, c'est que l'élaboration du modèle ainsi créé dans Sphère permet d'être visionné, permet d'être corrigé quasiment en temps réel grâce à des outils auteurs relativement performants. Alors, je crois qu'on avait une question d'ailleurs, Pascal, je crois de Sébastien, qui nous demandait si l'immersion aidait à accompagner les jeunes embauchés, en fait. Alors nous, les jeunes embauchés sur nos dispositifs permettent effectivement de parler de la même grammaire. Voilà, c'est-à-dire que les jeunes embauchés utilisent beaucoup d'univers 3D hein, au travers des jeux. Donc ça aide fortement. Là, autrefois, nous avions peut-être besoin d'une pédagogie en classe un peu plus scolaire. Les jeunes s'y retrouvent davantage sur des choix de gamification, des choix effectivement de casques virtuels. Donc la réponse est oui. Oui, donc une facilitation, pour les accompagner, les aider et peut-être une plus grosse réception chez eux, une appropriation plus motivée peut-être encore? Oui, une grammaire connue de leur part, de cette génération. Mais après, Oui. effectivement, cette grammaire est connue également de plusieurs générations. Donc, c'est pas du tout clivant. Au contraire, c'est très intergénérationnel, mine de rien. Mmh. Et complément de la question, je crois ce qu'il en était pour le transfert de compétences, est-ce qu'il est plus facile aussi, sur certains axes? Alors, le transfert de compétences, pour l'instant, on l'a bien compris, ne confie pas tout à la VR. La VR fait partie intégrante du dispositif multimodal. Il vient renforcer effectivement les parties vues en amont, hein, qui peuvent se faire de façon traditionnelle, hein, dans des formations classiques, à distance ou en présentiel. Donc, ça renforce, véritablement, l'idée, ça renforce. Et ce qui est intéressant également en termes de transfert, et ça, il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on apprend, par exemple, l'exercice drone, c'est pour être en capacité à piloter un drone, hein. Ensuite, la partie VR, telle que nous l'avons vue, permet de réaliser des gestes métiers qui sortent, je dirais, de la capacité à piloter un drone, qui est plutôt de suivre le long d'un pylône et de faire des inspections, de prendre des photos sur des choses qui nous paraissent peut-être étranges en termes de serrage. Donc, on le prend en photo pour vérifier. Ça nous évite, vous l'avez bien compris, de monter en haut du pylône, hein. Donc, ça, c'est extrêmement important pour la sécurité de nos personnels. Donc c'est vraiment le but du jeu. On voit bien cette complétude, vous voyez, c'est chose que l'on ne fait pas forcément dans une formation présentielle. J'espère que ça répond à la question de Sébastien. Merci Sébastien. Je regarde s'il y en a d'autres, je parcours un peu le fil de discussion. Heu, je crois que c'est à peu près bon, on n'en a pas oublié. Pascal, je pense que, peut-être on va conclure parce qu'en fait, il est 17h37. S'il n'y a pas d'autres questions qui arrivent, je crois qu'on a présenté un petit peu assez largement le projet. Vous aurez l'occasion probablement d'avoir des modes replay, hein. Vous pourrez les revoir si vous avez besoin de les revoir. De la même manière, on se tient à votre disposition sur ces sujets-là, si vous avez besoin d'informations ou de questionnements sur les technos qui ont été utilisés ou je ne sais pas Pascal s'il y a des sujets, qui peuvent avoir un sens aussi en termes de retour pour toi. Mais en tout cas, Avec ce replay, plaisir, vous le n'hésitez pas, ouais. recevrez. Voilà, donc n'hésitez pas. Alors je t'ai demandé plusieurs fois le mot de la fin. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin, Pascal? Oui, alors ces symbioses, je l'évoquais tout à l'heure, Oui. c'est que, on l'a bien compris, développer ce type de projet extrêmement réaliste, très innovant, au cœur de l'actualité, nécessite d'avoir des équipes qui se comprennent, aussi bien les gens qui produisent, en interne ou en externe, et les gens qui le demandent. Voilà, donc pour nous, c'était la demande en interne pour une production en externe. Le fait de travailler en mode studio, voilà, permet justement d'avancer. Et ce qui est très intéressant, c'est que comme il y a une symbiose, il y a une grande confiance, voilà. Et en termes de pilotage de projet, pour Laurent qui a piloté l'ensemble du projet, Laurent Foll, que je salue, ce fut pour lui justement un vrai plaisir parce que vous répondez et avec justement des innovations, des propositions qui des fois on se dit tiens on n'y avait pas pensé donc cette proposition vient enrichir justement le produit donc ça crée de la valeur. Voilà donc symbiose et confiance.
Oui, et puis peut-être de l'autre côté, nous, de notre côté, c'est très agréable et très, très rassurant d'avoir, des gens qui nous font confiance, qui nous permettent de proposer des choses, qu'ils les entendent, qu'ils les prennent pas et qu'ils les réceptionnent pas toujours parce que c'est des échanges tout ça. Mais globalement, il y a beaucoup de confiance chez les équipes et elles ont été très contentes de travailler sur ce projet malgré les enjeux avec les contraintes qu'on a pu évoquer qui sont quand même assez efficientes, hein, et présentes. Mais vraiment, ça a été un plaisir de vivre cette aventure avec l'école des métiers, Pascal, et avec Laurent en gestion de projet. Donc, ben voilà, ben, merci en tout cas à vous. Vous avez le lien pour le replay. Et demain, donc si vous vous intéressez aux communautés de pratique, ben Pascal, je crois que tu as un gros sujet sur lequel tu as beaucoup capitalisé, sur lequel tu peux amener pas mal de réflexions pour les gens qui y trouvent un intérêt ou qui pourraient mettre en place ce type de solutions qui sont extrêmement efficaces lorsqu'elles sont bien mises en place. Donc, on vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Pascal, d'avoir pu Merci intervenir sur cet Patrick, merci à événement. toutes les équipes. Et puis, ben, voilà, on est à votre disposition en cas de besoin. Ah, je crois que Luc est en train d'écrire. Je ne sais pas si c'est pour... Attends, juste pour... Bon, bah, merci beaucoup, Luc. C'est très, très gentil. On vous souhaite une bonne fin d'après-midi, même début de soirée. Et puis, on vous dit à très bientôt. Et donc, le dernier programme, vendredi, qui clora l'horizon immersif de cette année, cette première édition. Merci encore Merci à tous. beaucoup, bonne soirée.